Alors, écoutez, bienvenue sur cette nouvelle masterclass, donc qui a pour titre HPI avec TSA, la difficulté d'accepter le handicap invisible et donc sortir de ce mécanisme pour ne plus être dans la suradaptation. Alors c'est un long titre, hein, on est d'accord. À qui je m'adresse? Je m'adresse ce soir particulièrement aux personnes qui sont HPI non diagnostiquées ou HPI et qui viennent d'être diagnostiquées TSA, hein, puisque vous savez que le HPI n'est pas un diagnostic, c'est juste on passe un test. Ce n'est pas une pathologie. Le HPI, c'est une structure neurophysiologique qui va vous permettre finalement des meilleures connexions. Et quand vous êtes autiste, eh bien, ce HPI vous a permis de compenser énormément votre handicap, qui est un handicap invisible. Donc handicap, qui dit handicap, tout de suite on fait c'est pas beau comme mot, c'est négatif. Non, un handicap, c'est une différence qui fait que vous n'allez pas fonctionner de la même manière. Et par exemple, quelqu'un qui est aveugle, eh bien, effectivement, vous voyez bien qu'il ne va pas pouvoir faire tout comme vous. Pour autant, est-ce que ça l'empêche d'être heureux? Est-ce que ça l'empêche de se développer socialement, professionnellement, amicalement, amoureusement? Non, c'est juste que lui, il va avoir besoin d'autres choses, d'un chien, d'une canne, de personnes qui vont l'accompagner dans certaines activités, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de moins intelligent. Eh bien, quand nous sommes autistes, c'est la même chose, sauf que le handicap ne se voit pas. Et c'est bien ça notre grande difficulté, c'est que la représentation que les personnes ont aujourd'hui de l'autisme, alors heureusement c'est en train d'évoluer et très très rapidement grâce à Internet, grâce aux témoignages, grâce aux masterclass, grâce à des médecins qui prennent la parole, des groupes de neuroatypies qui se forment, voilà. On est en train de faire passer le message que l'autisme c'est autre chose, c'est une réalité interne. Et on va voir que cette réalité interne, effectivement, c'est bien un handicap parce qu'elle va impacter toute votre manière de vous positionner au monde. Et quand nous sommes HPI et que nous n'avons pas été diagnostiqués, eh bien, nous ne pouvons pas mettre les stratégies adaptées à notre particularité. Et du coup, c'est comme si on était aveugle et qu'on se prenait des murs au quotidien, sans savoir comment, sans savoir pourquoi, en étant persuadé de faire correctement les choses. Et justement, on va voir pourquoi nous sommes persuadés de faire correctement les choses. Parce que le HPI, eh bien, il va y concourir. Donc, allez, je suis même... Donc, j'ai un petit PowerPoint à côté de moi qui m'aide à garder le cadre. Donc, si vous êtes ici, c'est pour comprendre. Pour comprendre, alors soit pour mieux vivre avec vous-même et avec les autres, peut-être pour mieux comprendre un proche, un enfant, un parent, peut-être dans un cadre plus professionnel, de mieux accompagner les personnes que vous aidez. En tout cas, si vous êtes ici ce soir, c'est bien pour avoir une nouvelle vision de ce HPI et de ce TSA cumulé. Et donc, c'est ce que nous allons décrypter ce soir. Vous allez voir, je vais vous faire une petite démonstration. Nous allons voir comment la personnalité de chacun se forme. Quand je dis personnalité, je parle de ma personne entièrement, c'est-à-dire aussi bien physiologiquement que cognitivement, et comment ça va impacter ma manière de me positionner, de réagir, comment ça va impacter mes comportements et toute ma vie finalement. Voilà. Donc voilà le cadre de référence de la masterclass. Ce soir, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est et comment ça marche. Pourquoi je fais cette masterclass? Parce que nous constatons une errance des personnes autistes qui ont un HPI, qui camouflent leur TSA sans en avoir aucune lucidité, et qu'aujourd'hui, ces personnes qui sont en recherche, eh bien, ce sont un peu les proies. Ce sont les proies parce qu'elles sont tellement en recherche de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur vie, c'est qu'elles vont faire le chemin que j'ai fait et que beaucoup de personnes HPI font, c'est de croire que nos difficultés viennent du fait que nous sommes HPI. Et ça, c'est une fausse croyance. Une personne qui est HPI, elle va bien. Il y a plein d'études
qui ont été menées là-dessus et qui nous démontrent que les personnes HPI vivent plus longtemps, sont moins malades, ont des meilleurs parcours scolaires, ont des meilleures, des meilleures relations, une meilleure insertion sociale. Et ça va à l'encontre de ce qu'on entend partout. Hein. Mon enfant est HPI, c'est pour ça qu'il est en décalage, il est harcelé à l'école. Voilà, toutes les difficultés sont ramenées au HPI, alors que, on va le voir, pas du tout. Pas du tout. Donc ça, il faut la tuer, cette croyance, parce qu'elle empêche les personnes qui sont HPI. Et si vous avez été testé HPI et qu'on vous fait croire que vos difficultés viennent de ça, eh bien, je suis heureuse de vous accueillir sur cette masterclass pour vous montrer qu'il y a peut-être autre chose, et sûrement autre chose, qui vient parasiter la compréhension de vous-même. Donc ça, je l'ai dit. Alors, qui je suis pour vous dire ça? Parce que vous dites, alors, il y a ceux qui me connaissent, puis il y a ceux qui ne me connaissent pas. Donc d'abord, je suis une personne diagnostiquée autiste à l'âge de 52 ans et qui avait été testée HPI à 44 ans, mais sur lequel on avait mis déjà cette étiquette de surdoué, j'allais dire dès ma plus tendre enfance. On m'appelait la petite savante, et puis à l'école, c'est ce qu'on disait, hein, Sonia elle a des grandes capacités, c'est une grosse feignasse, pourquoi elle fait pas les choses correctement, elle fait que ce qui lui plaît. J'ai vécu ça toute ma vie sur le fait, donc vous voyez comment, et on va le voir après, comment le fait qu'on vous dise ça peut vous faire culpabiliser, vous dire je suis une feignasse, c'est vrai, si je suis capable, alors pourquoi je le fais pas, voilà. Et donc, ce chemin-là que je vais vous expliquer, je l'ai fait et je l'ai fait toute seule. Je l'ai fait toute seule parce que malgré le fait que j'allais voir des psys, des psychologues, des psychiatres, jamais personne ne me parlait d'autisme. Et c'est complètement par hasard, en faisant des recherches sur le HPI, que je suis tombée sur l'autisme Asperger en premier lieu, et ensuite que j'ai compris qu'est-ce que c'était que le TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Et que là, j'ai commencé mes recherches, et comme une belle Asperger que je suis, et j'assume ce terme, moi il me convient, parce que, alors je sais qu'on dit plus Asperger, tout ça, moi c'est le mot qui me convient, parce que je sais que, je suis dans les personnes stéréotypées Asperger, c'est-à-dire avec des centres d'intérêt forts, où je parle beaucoup, où je ne laisse pas la place aux autres, où je suis coincée dans mes rigidités, je suis un beau phénomène. Donc quand j'ai découvert mon autisme, forcément, j'ai creusé et je suis allée chercher la connaissance à travers les bouquins, les professionnels, à voir des vidéos, des visios, à lire des thèses et petit à petit à essayer de comprendre. Et puis j'ai été diagnostiquée par une neuropsychologue qui m'a montré des choses que je ne pouvais pas voir toute seule. Je lisais bien trouble des fonctions exécutives. Quand vous êtes autiste, c'est un grand mot, trouble des fonctions exécutives, et on a beau relire 3 fois la ligne et le livre, avant qu'on comprenne, c'est très compliqué. Donc, j'ai déjà, j'allais dire, cette légitimité d'une personne qui a vécu son autisme camouflé pendant 52 ans, j'en ai 55. Ensuite, je suis une professionnelle. Depuis 30 ans, j'accompagne les gens en insertion sociale et professionnelle et en formation. Et depuis 20 ans, je suis formée à la communication relationnelle. Très drôle, on va pas refaire la blague, une autiste qui forme les gens en communication relationnelle, alors que pendant 52 ans, j'ai ignoré que je ne savais pas faire correctement établir le lien relationnel. J'étais coincée dans mes représentations, dans mes rigidités. Aujourd'hui, j'accompagne depuis 3 ans, donc avec la création de l'organisme de formation qui fait sa vie. J'accompagne, et je ne suis pas toute seule, puisque Laurent est mon collaborateur, un certain nombre de personnes qui ont tous en commun d'être HPI-TSA, donc pour certaines diagnostiquées, pour d'autres, après un entretien de repérage, en demande de diagnostic et qui ont beaucoup de mal à se faire diagnostiquer d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on a un groupe d'études de plus de 100 personnes sur les entretiens de repérage. Donc on a une base de données pour confronter, pour voir comment ça se passe, les réactions, les mécanismes. Et puis nous avons 70 personnes qui ont suivi la méthode que j'enseigne
et que nous continuons de suivre. Pour certains, ça fait 2 ans qu'ils sont dans le groupe et qui viennent tous les lundis soirs au live coaching que nous faisons en interne pour continuer de comprendre ces mécanismes d'autisme et de mélanger au HPI. Et puis, je suis aussi une professionnelle formée, donc actuellement, je suis en formation de certification nationale d'instruction à l'autisme. J'ai fini ma formation, donc maintenant il reste la partie pratique, puisque j'ai un stage à faire pour valider entièrement, mais la formation théorique, eh bien, je l'ai terminée. Et donc, cette formation, elle était très intéressante parce que je viens de la finir et j'ai pu avoir accès à beaucoup de contenu scientifique, mais aussi échanger avec beaucoup de médecins spécialisés dans l'autisme, des pédiatres, des pédopsychiatres, des psychiatres, des neuropsys, des orthophonistes, comment on appelle ça, ceux qui s'occupent de la motricité, voilà. Donc, je suis en contact permanent sur la réalité de l'autisme et les différentes formes qu'elle va prendre, c'est-à-dire que je voudrais vous enlever tout de suite de l'idée « Ah, mais c'est une autiste légère ». Il n'y a pas d'autisme léger. Ce n'est pas ça. C'est l'expression de l'autisme qui vous semble léger. Mais ce que je vis dans mon corps, les douleurs que je vis, vous ne les voyez pas. Pourtant, 21 opérations, une quarantaine d'hospitalisations, 17 fractures, enfin, je peux vous dire que ma vie, en termes d'impact, elle est énorme. Mais ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une femme en face de vous qui parle bien, qui s'exprime bien, et donc vous dites, c'est une autiste légère. Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir justement. C'est quoi la réalité de l'autisme? Alors, pour ça, je me suis dit, pour bien vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'autisme, il faut peut-être repartir de comment on se construit, qui on est, les êtres humains, comment ça se passe pour tout le monde. Et puis comme ça, on va pouvoir voir les différences. Qu'est-ce qui fait que nous, c'est pas pareil? La différence, pas plus, pas moins, c'est pas pareil, c'est différent. Voilà. Donc, comment se construit une personne? J'ai préparé des petits dessins. Hop! Vous avez vu comme c'est beau? J'espère que vous voyez bien. Alors, une personne, c'est avant tout un corps. Un corps avec, au tout début, une toute petite cellule qui renferme l'ADN et qui va se développer. Voilà. Et qui va donner la Sonia que vous voyez aujourd'hui ou les personnes que vous êtes aujourd'hui. Nous sommes avant tout de l'ADN, c'est-à-dire l'ADN, c'est quoi? C'est quelque chose qui renferme tous les gènes, tout ce qui va faire qu'on va avoir les outils pour se développer, pour grandir, pour évoluer, pour progresser, comme une fleur, comme un arbre, comme n'importe quel être vivant. Donc avant tout, une personne, c'est ça. Alors, on est à peu près tous pareils, on voit, on mange, on boit, on respire, vous voyez bien qu'il y a des fonctions qui sont immuables. Mais vous voyez bien aussi que, rien que là, en nous regardant, nous sommes tous différents. Ça veut dire que notre génétique, elle ne s'est pas exprimée de la même manière. Il y en a qui sont blonds, il y en a qui sont bruns, il y en a qui sont barbus, il y en a qui ont la peau claire, d'autres la peau foncée. Et là, on n'est que sur ce qui est visible. Donc, vous imaginez bien que les différences internes sont aussi extrêmes. Alors, c'est quoi le tableau blanc, là, par contre, qui vient d'arriver? Jacques, qu'est-ce que tu me fais? T'as pris la main sur mon truc? Non. Est-ce que tu peux sortir? Oui, j'essaie. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Mais je sais pas. Dis, tu veux me casser dans mon élan? Oh mon Dieu, je me suis dit bouh. Alors, tout va bien, on a repris la main. Ne me fais pas ça. Alors, je reprends. Excusez-moi. Ouf. Vous imaginez pas le travail là qu'il faut que je fasse interne pour tout remettre en place. Et bien c'est ça. Et on va le voir, la métacognition, l'interoception, tout ce qui vient de se passer là. Là, vous venez de voir un épisode autistique dans sa plus grande expression. C'est-à-dire que
une information externe non prévue, et paf, et d'un seul coup, le rythme cardiaque, tout qui va faire que, eh bien, je n'ai plus accès pendant quelques secondes à comment je dois gérer ça. Et comme je suis HPI, ma métacognition, tout de suite, elle reprend le dessus, elle dit, bon Sonia, qu'est-ce qui se passe? Nanana. Je suis en train de voir qu'est-ce que je suis en train de faire pour calmer. On va en reparler. Donc, je reprends. La génétique. Donc, un corps, voilà, et mon corps, en fait, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se modifier tout au long de ma vie, et il y a des gènes qui vont s'exprimer ou pas. Voilà. Je sais que c'est simpliste ce que je vous dis, parce qu'il y en a qui vont rentrer en disant « Oui, mais il y a plein d'autres trucs qui se passent ». On est sur quelque chose de simple, parce que je veux quelque chose qui vous parle et qui soit compréhensible. Ce sont les grands mécanismes. Et c'est immuable, c'est valable pour tout le monde. Donc, ces gènes-là, ok, ils construisent mon corps. On voit bien que ça évolue, effectivement. Hein, quand on est un bébé, eh bien, le cerveau qui va se construire, vous voyez bien qu'il se passe plein de choses à l'intérieur. Mais ça, c'est que notre réalité personnelle, individuelle. Cette réalité individuelle, corporelle, physiologique, mentale, cérébrale, comment tout ça, ça s'organise à l'intérieur, eh bien, ça va être aussi confronté à un environnement. L'environnement, c'est où est-ce que je nais, dans quelle famille, avec qui, c'est quoi les informations que je reçois, est-ce que je suis dans une grande ville avec plein de pollution, machin, est-ce que je suis à la campagne où on m'apprend à respirer, voilà, est-ce que je suis dans une culture occidentale, est-ce que je nais au milieu d'une tribu d'Amazonie? Eh bien, tout ça fait que, oui, ça va impacter ma manière de me construire et ma personnalité va être le résultat de cette génétique confrontée à cet environnement. Comment ma génétique, elle va intégrer cet environnement? Vous allez dire, ouais, bah c'est super complexe, hein, c'est jamais pareil pour tout le monde. Hein. On voit bien, des personnes qui vivent un traumatisme, elles ne vont pas réagir de la même manière. Oui, mais peut-être qu'il y a aussi des explications à pourquoi ils ne réagissent pas de la même manière. Et on va voir qu'effectivement, il y a tout un tas d'informations. Alors, donc, là, c'est bon. Excusez-moi, il y a des petites pauses. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quel est le processus. Le processus, c'est le corps perçoit, ressent et analyse l'information à travers des capteurs qu'on va définir ensemble tout à l'heure. Il envoie les informations au cerveau, qui lui va envoyer les bonnes informations dans les bonnes zones pour choisir le comportement qui est le plus adapté, comment réagir de manière le plus adaptée à la situation, à l'environnement, à l'information qui arrive. C'est pour tout le monde pareil, presque tout le monde pareil. Hein? Donc, je perçois, je ressens, le chef d'orchestre là-haut, il envoie les informations et en fonction, je vais réagir, je vais avoir un comportement, voilà. Et c'est un échange comme ça qui n'arrête pas d'informations que je reçois, que je perçois, que j'analyse, que je traite, paf, 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 que je classe, que je range cognitivement et qui va faire appel à mes différentes aires cérébrales pour pouvoir traiter cette information et m'adapter puisque le but de la vie, c'est de s'adapter. Le but des personnes, c'est de s'adapter aux situations. Et donc, quand on s'adapte bien aux situations, ben, normalement, on va plutôt bien. Quand on s'adapte pas très bien aux situations, eh bien, il y a un décalage qui se fait et il y a des conséquences, forcément. Quand j'ai un comportement inapproprié, on va voir que derrière, forcément, il va y avoir des conséquences. Peut-être que les gens vont pas me comprendre, peut-être que les gens vont me trouver bizarre, vont me trouver drôle. Voilà. Donc, cette histoire du corps qui perçoit, ressent et analyse l'information et le cerveau qui traite derrière, vous êtes d'accord, c'est valable pour tout le monde, ça. Il n'y a pas... voilà. Mais justement, on va voir la différence avec les personnes autistes. Donc, en fait, la personne se développe tout au long de sa vie par expérience, parce qu'on va voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Il y a la mémoire, il y a l'attention, mémoire à court terme, à long terme. Hein. On va décrypter. Donc, par expérience... et calcul interne,
Hein, qu'est-ce que, par rapport à ce que je sais, comment je le sais, comment je le traite, eh bien, comment je peux adapter, évaluer la situation et adapter pour avoir le meilleur positionnement dans les situations. Donc maintenant, on va rentrer dans le détail et on va commencer par le corps. Donc on sait qu'on capte l'information et que ça nous permet ensuite justement de la traiter, cette information. Alors comment on capte ? Tout le monde sait à peu près qu'on a 5 sens, d'accord ? Donc les 5 sens, hop là, deuxième beau schéma. Alors je ne sais pas si vous le voyez mon bonhomme, il est beau hein ? Alors les 5 sens, c'est ce qu'on appelle l'extéroception. C'est-à-dire, ce sont les informations qui vont arriver de l'extérieur. Et donc, les 5 sens, il y en a 2 de contact, c'est-à-dire que le goût, il faut que ça aille sur ma langue, le toucher, voilà, et les sens de distance qui sont la vue, l'ouïe et l'odorat. Donc, ces 5 sens-là, hein, voilà. Pardon ? Coupez vos micros, s'il vous plaît. Ces 5 sens, bien entendu, ils captent de l'information, ils envoient l'information au cerveau, c'est ce que je vous disais, et ensuite le cerveau, lui, il va traiter. Je ne vous ai pas tout écrit ce qu'il y avait dans le cerveau, hein, attention, hein, ne restez pas figés là-dessus. La métacognition, c'est juste pour l'autre partie. Ensuite, vous avez la proprioception. La proprioception, eh bien, ce sont les capteurs internes musculaires qui vont vous renseigner sur comment vous devez mouvoir votre corps. Voilà. Donc, vous voyez que c'est très en lien avec l'information, par exemple, visuelle, hein, puisque je vois la marche, donc mon cerveau, machin, et il va envoyer, et donc ma jambe, eh bien, elle va envoyer le bon mouvement pour poser sur la marche. Voilà. Sauf que quand je suis autiste, par exemple, la proprioception, c'est compliqué. Et donc, je me casse souvent la figure parce que, justement, eh bien, je vais avoir des difficultés au niveau de ces sens qui ne sont pas bien régulés. On va en parler après. Mais mettons que tout est bien régulé, hein, que tout va bien, j'ai pas de soucis. Eh bien, ce sont des capteurs d'information qui vont emmener tout ça à mon cerveau. Et puis ensuite, il y a le vestibulaire. Donc, c'est le sens de l'équilibre. C'est celui qui me renseigne sur est-ce que je vais vite, est-ce que je vais doucement, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, hein, les ascenseurs, voilà. C'est celui qui me rend malade en voiture, hein, quand je suis très sensible, quand mon sens vestibulaire il est compliqué, et donc qui est aussi très lié à mes autres sens, hein, une odeur, voilà, on va voir que les sens, eh bien, s'interconnectent les uns aux autres. Et ensuite, vous avez l'interoception. Alors, hop, je continue, excusez-moi, parce que je vais plus vite que mon... Donc, l'interoception, c'est la capacité à évaluer de manière exacte son activité physiologique. C'est la capacité à ressentir les états internes et ça va interagir avec la cognition et les émotions. Alors, c'est quoi ? C'est les capteurs qui vont m'envoyer l'information pour me dire j'ai faim, j'ai soif, la température corporelle, le rythme cardiaque, qui vont me dire si j'ai mal. Hein. Et en fait, ça nous permet de nous assurer du bon fonctionnement de notre corps. Et notamment, on sait aujourd'hui que les capteurs d'interoception, ils sont avant tout dans les viscères. Donc le cœur, le système urinaire, hein, c'est celui qui vous dit j'ai envie de faire pipi, toutes les viscères, les intestins, voilà. Et en fait, vous voyez, toute la journée, vous allez avoir des informations de votre corps transmises à votre cerveau pour savoir si votre corps fonctionne bien. Et donc, on va voir que quand le corps fonctionne bien et que le cerveau fonctionne bien aussi, parce qu'on va voir le fonctionnement du cerveau, eh ben normalement, ça se passe bien. Ça veut dire que quand mon environnement il arrive, je vais pouvoir l'accueillir. L'interoception, donc, on le sait aujourd'hui, il y a beaucoup d'études dessus, c'est très récent, hein, ce sens. Il va contribuer à notre santé mentale et émotionnelle, à notre capacité sociale.
On vous le dit tout le temps, on dit le corps vous parle, votre corps vous parle. Et bien c'est exactement ça. Votre corps vous parle à travers tous ces capteurs parce que votre corps, c'est vous. Votre cerveau, c'est vous. Hein, c'est moi tout ça. C'est pas mon corps me parle. Non, non, non. Je me parle en fait. Je m'envoie des informations. J'ai des informations. C'est ma communication interne. Et donc mon corps parle à mon cerveau, bien entendu, et le cerveau répond, et il va parler à votre corps en lui donnant, eh bien, tiens, j'ai peur, le corps va déclencher une expression, hein, voilà. Comment je sais que j'ai peur? J'ai le rythme cardiaque qui vient de partir, j'ai de la transpiration, vous voyez, il y a tout un tas, donc il y a les poumons, il y a tout ça, hein, c'est tout ça l'interoception. Tous ces capteurs-là vont envoyer des signaux au cerveau, j'ai peur, et le cerveau, qu'est-ce qu'il répond? Eh bien, il répond par un faciès, une mimique qui montre à l'autre que j'ai peur. Voilà. C'est tout ça qui est inné et qui se fait de manière naturelle pour avoir les meilleures, j'allais dire, informations à donner aux autres et que nous, on puisse prendre les meilleures informations. Ça, c'est quand ça marche bien. Le cerveau, il traite l'information, c'est le chef d'orchestre, et il donne les ordres. Alors, vous avez bien compris qu'il en reçoit plein. Hein. Puis après, il faut que ce soit dispatché au bon endroit pour avoir la réaction, le comportement le plus approprié à la situation que nous sommes en train de vivre. Alors, comment il distribue le cerveau? Donc, tous ces capteurs-là vont être, toutes ces informations vont être conduite par le système nerveux, notamment par les neurones, connexions, synapses. Il y en a partout des neurones, hein, il n'y en a pas que dans le cerveau. Et donc, quand ça va arriver vraiment au cerveau, il y a ce qu'on appelle un traitement cognitif de l'information, c'est-à-dire que nous allons faire appel à plusieurs choses à la fois. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on va faire appel à notre attention. C'est la capacité à sélectionner une information, hein, dire ah celle-là elle est importante, voilà je me concentre, c'est celle-ci que je dois traiter, donc c'est la sélection de l'information. La mémoire sensorielle, hein, je sais que ça brûle, donc quand j'approche d'une main de la plaque, j'ai pas besoin de la coller dessus, hein, je sais que c'est chaud, hein, voilà. La mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Elle va conduire aussi l'information dans ce qu'on appelle les fonctions exécutives, donc les fonctions qui sont, c'est dans le cortex, hein, élaborées, qui permettent la gestion du comportement volontaire et l'organisation. C'est-à-dire que quand l'information arrive, oui, il faut la traiter, il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, je fais appel à toutes mes aires, hein, ma mémoire, mon attention. Je fais appel à mes fonctions exécutives. Est-ce que je sais pas. Et donc, ça va déclencher chez moi, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça. Donc ça, par exemple, c'est l'inhibition. Hein. Est-ce que j'ai le droit de traiter mon voisin c'est peut-être pas approprié là tout de suite. Ça c'est l'inhibition qui vous dit non, ton voisin, si tu veux continuer à avoir des bonnes relations avec lui, vaudrait mieux éviter on a peut-être une autre manière de s'exprimer, hein. Mais on verra quand on est autiste, hein, ça se passe pas tout à fait comme ça, hein. Quand on a quelque chose à dire, oui, parce que chez nous l'inhibition c'est un peu compliqué. C'est aussi les fonctions exécutives, la flexibilité, c'est-à-dire la capacité de passer un comportement à un autre, de s'adapter, de se dire là, non, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Tiens, l'autre il dit quelque chose qui me contrarie. Pourquoi il me dit ça? Je me questionne. Voilà, je reste pas coincée dans mon point de vue. Voilà. Donc la flexibilité, elle est physique, mais elle est aussi mentale. Hein, la capacité de changer de comportement de l'un à l'autre. Et puis il y a la planification. Donc c'est toujours les fonctions exécutives. Hein. La planification, c'est pour organiser mon action. Qu'est-ce que je dois faire en premier? Peut-être pas lui crier dessus, hein, par exemple. Mais donc voilà, de mettre en place tout un tas d'actions dans l'ordre. Voilà. Et voilà. Donc ça,
Et puis après, voilà, il y a les fonctions visuo-spatiales. Donc, ça me permet eh bien, de gérer tout ça aussi. Ça me permet, par exemple, si j'ai un obstacle devant moi, de ne pas me prendre l'obstacle, de me déplacer, vous voyez. Et donc, vous voyez, je perçois l'information visuelle, mon cerveau, il traite l'information, donc visio-spatiale, et paf, il dit à mon corps, hop, tu te déplaces, tu te mets sur le côté. Et on le fait de manière automatique. Vous n'y pensez pas. Tout ça, toute cette complexité-là qui arrive, toutes ces informations qui arrivent, voilà, personne n'y pense. Ça se fait de manière innée et c'est comme ça qu'on va grandir petit à petit. Ça, c'est quand le modèle, il tourne rond. C'est quand ça se passe tout bien. Voilà. Mais justement, on va voir que c'est pas toujours pareil. Et puis, la dernière fonction, et ça, c'est vraiment la fonction spécifique à l'homme, c'est le langage, c'est-à-dire la parole et la compréhension. Alors, du coup, on va comprendre que, alors je suis en train de me dire que je vais partir, donc on a compris le fonctionnement général. Je vais en venir, et on verra après le fonctionnement autistique, je vais en venir à la métacognition. Alors, c'est quoi la métacognition? Je viens de vous expliquer le fonctionnement cognitif. Ça va être enregistré, vous pourrez le revoir autant de fois que vous voulez, hein, parce que je sais que je donne beaucoup d'informations là. Donc, les fonctions cognitives, vous avez vu, elles traitent l'information, oui, je traite, j'adapte mon comportement, je fais, bon, ok. Mais il y a un autre processus qui s'appelle la métacognition, c'est l'activité mentale sur ses propres processus mentaux. C'est penser sur ses propres pensées. C'est le fait d'être en train d'analyser ce que vous faites et donc de voir comment vous réagissez. C'est ça la métacognition. Alors, quand on est HPI, on se dit, mais je suis tout le temps en train de faire ça, moi, de me regarder, d'analyser, est-ce que j'ai bien parlé, est-ce que j'ai bien, pourquoi l'autre il fait ça, comment je vais le traiter. Je suis tout le temps dans ces processus de métacognition. D'accord ? Et on croit que c'est une particularité, notamment du HPI, d'une métacognition constante. Sauf que la métacognition, c'est vraiment de la métacognition quand ce n'est pas perpétuel. Quand c'est, je m'arrête et là je réfléchis et je me dis, bon alors qu'est-ce qui se passe, tiens, il faudrait, je pense comme ça, non, j'ai pas assez de connaissances là-dessus, je peux pas me lancer ou je sais pas faire ci, il faut que j'apprenne ça. Vous voyez, c'est ça la métacognition, hein. C'est le fait de pouvoir regarder comment j'apprends, comment je traite l'information, c'est tout ça. C'est vraiment de s'observer dans ma manière de traiter l'information. Ça ne peut pas se faire constamment. Or, qu'est-ce que vous décrivent les personnes HPI? C'est ce qu'elles font. Quand quelqu'un leur parle, elles n'écoutent pas ce que l'autre leur dise. Elles sont en train de penser à comment elles vont utiliser l'information que l'autre est en train de leur donner. Mais ça, pourquoi? Parce que c'est des autistes qui s'ignorent et qui ne savent pas qu'ils sont en train de faire autre chose que de la métacognition. Ils sont sûrs. Je dois gérer l'information. Et donc, cet embouteillage qu'il y a là, et je vais vous expliquer pourquoi il y a un embouteillage, il faut le traiter manuellement. Quand je dis manuellement, c'est-à-dire d'avoir la conscience de ce qui se passe pour le traiter correctement. Ah, ça vous embouche un coin, ça, hein? Donc, ce qu'on appelle, nous, l'hypermentalisation, quand on est autiste, hein, le fait de se poser 40 000 questions, c'est de la métacognition, mais c'est de la métacognition complètement galvaudée, parce qu'en plus, on va voir qu'on ne se pose pas les bonnes questions et on va comprendre pourquoi on ne se pose pas les bonnes questions. Alors, maintenant, on arrive sur le handicap du TSA. Alors, qu'est-ce qu'on sait du TSA? C'est ce que vous voyez déjà, c'est ce que vous connaissez quand on vous parle d'autisme, hein, c'est cet enfant qui balance, qui refuse, qui fait une crise parce qu'il y en a trop. Avant tout, l'autisme, c'est une réalité organique, physiologique. C'est une douleur qui est due à une dérégulation de nos capteurs sensoriels, proprioception
et interoception. Oui, nous avons toujours mal au ventre. Toutes les personnes qui sont autistes vous expriment le fait qu'elles ont mal au ventre. Pourquoi ? Parce que notre corps, il nous parle, ça nous angoisse, tout ce qui est en train de se passer là, cette information qui arrive. Donc nous sommes saturés par nos sens. Et nous savons que quand nous sommes saturés par nos sens, nous n'allons pas pouvoir traiter correctement, cognitivement. Quand on a mal et qu'on a mal à la tête, eh ben non, on peut pas traiter le projet de je sais pas qui ou de je sais pas quoi. Voilà. Quand j'ai envie de faire pipi, je pense plus qu'à ça. Je ne peux pas continuer. Je suis obligée de m'arrêter, dire excusez-moi, je reviens. Voilà. D'accord ? Eh bien, imaginez que quand vous êtes autiste, cette sensorialité-là, elle vous impacte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'est-ce qui fait la différence entre une personne autiste et une personne autiste avec un HPI ? C'est que la structure mentale, la structure neurophysiologique, en fait, du HPI, va lui permettre de ne plus écouter cette information. Elle n'entend pas qu'elle a mal. Elle oublie de manger, elle oublie de faire pipi, voilà. Elle n'entend pas. Il faut que le corps, il s'arrête, c'est-à-dire un burn-out, pour que, là, il y ait quelque chose qui se passe. Mais sinon, pourquoi ? Parce qu'elle est dans ses centres d'intérêt. Parce qu'elle, elle peut faire les choses. Parce qu'elle, elle a plus de potentiel. Elle a plus de facilité. Alors, elle est sur des centres d'intérêt à fond. Et tant qu'elle vibre, ça marche. Par contre, dès que ça vibre plus, c'est compliqué. Ou dès que le corps est trop fatigué, et c'est ce qui se passe. Pourquoi les gens commencent à s'inquiéter de cette réalité à 40 ans ? On le voit, la moyenne d'âge des personnes qui viennent nous voir, ils ont entre 38 et 60, voire 70 ans même. C'est-à-dire quand le corps il commence à fatiguer. Quand le corps il dit « Stop !» J'en peux plus, moi, tes conneries. Tu vas me voir, tu vas me regarder, tu vas m'entendre. Mais c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'est pas équipé pour. On n'a pas ça. Ou en tout cas, si on l'a trop fort. Sonia, t'es trop. Ben oui, en fait, ce que je savais pas, c'est que j'étais trop en interne. Et donc, quand on sait que ça conduit les émotions, vous avez compris là, vous imaginez, voilà. Donc on a un sensoriel qui est dérégulé en permanence, un flot d'informations intense qui ne s'arrête jamais. On le sait, c'est une des particularités des personnes autistes. Donc mon cerveau, il doit traiter cette information. Et vous voyez bien qu'il en a beaucoup à traiter. Je vois, j'entends, je respire. D'ailleurs, quand il y a trop de bruit, trop de tout, je peux plus. Ensuite, il y a l'interoception, donc l'interne. Et ça, c'est ce qui va notamment, tout ce qui est régulation des émotions. Voilà. Donc, je perçois super fort, je ressens super fort, voilà. Et tout ça, ça arrive au cerveau. Et mon cerveau, il doit traiter ça pour savoir quelle réaction appropriée je dois avoir. Et puis, il y a le trouble des fonctions exécutives. Nous savons aujourd'hui que les personnes autistes ont en fait un problème de synchronisation des synapses. C'est-à-dire que l'information, elle n'est pas conduite au bon endroit et de la bonne manière. Et ça va impacter toute la construction neuronale. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si cette synchronisation, ce problème de synchronisation des synapses, il est inné, c'est-à-dire qu'on est construit comme ça, ou si c'est le développement cérébral de l'enfant, du fœtus, qui se construit comme ça, par, fracassement de toute cette information qui arrive en paquet au cerveau et que le cerveau ne peut pas traiter correctement. Du coup, qu'est-ce qu'il fait le cerveau ? Eh bien, il va mettre en place des stratégies. Donc, on sait que les personnes ont ce problème de synchronisation des synapses. Donc je vous donne l'image de l'embouteillage. Vous imaginez toutes ces informations qui arrivent de partout. Ce que je vois, vous vous rappelez que je suis en métacognition permanente. Donc je suis en train de décrypter en même temps l'information. Et en fait, rien n'est instinctif. Tout va être
évaluer chez moi, calculer, ranger au bon endroit. Je vous ai dit, je travaille en manuel, comme si je ne sais pas où est-ce que je dois mettre. Donc, je vais me faire des bases de données, des représentations. Je vais figer les situations. Ce mot-là, ça veut dire ça. Ok, c'est bon, j'ai vu. Quand quelqu'un me sourit, ça veut dire qu'il est content. Ok, c'est bon, j'ai compris. Et donc, on va rentrer comme ça, plein d'informations, mais énormément d'informations. Et quand on est HPI, nous avons la conscience, la lucidité de toute cette information que l'on a. Vous avez raison. Vous êtes des bases de données de fou en termes d'informations. Par contre, après, sur comment vous allez vous en servir, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Et donc, je trie et je me vois faire. Et en fait, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que ce que je trie, c'est l'explicite. C'est-à-dire ce dont je suis conscient. Ce que je repère. En fonction de ma propre représentation. Le problème, c'est que il y a plein d'informations qui sont cachées. Un mot, par exemple, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps, enfin, pas très longtemps, il y a 3 ans, quand j'ai commencé à travailler. Mais pour moi, un mot, c'est un mot. Écoute, combien de fois je me suis enguirlandée, je cherchais le mot, avec les uns et les autres, sur une définition d'un mot. Bah, on va aller voir dans le dictionnaire, on va bien voir ce que ça veut dire. Sauf que ce que je n'avais pas compris, c'est que le mot n'est qu'un indicateur, 7% de la communication relationnelle, et qu'ensuite ce mot, il est réintroduit dans un contexte, dans la valeur que je lui mets, la valeur que l'autre met, la représentation que l'on a, et que là, ça part complètement en bibrine. Parce que personne n'a la même représentation, personne ne vit la même chose, personne n'a exactement la même définition des mots. Alors oui, une table, c'est une table, je vous l'ai déjà fait ça. Oui, bah ça dépend. Une table, elle est comment? Elle est carrée, elle est en bois, elle est en marbre. C'est une table de multiplication, c'est une table à repasser, c'est une table à langer. Vous voyez bien que, voilà, dans les tests, là, le mot créneau, on se régale. Créneau, c'est quoi un créneau? Créneau, bah, il y en a qui vont me dire... Comment? C'est quand on se gare en voiture. Voilà, alors ça je l'ai eu ce matin, mais sinon, pour certains, c'est un créneau horaire. Et puis, quand la phrase, elle parle de compétences, eh bien, je comprends pas, parce que je suis figée dans mon créneau horaire, et que la phrase dont on me parle, alors qu'en fait, c'est créneau d'activité dont on parle. Voilà. Mais donc, du coup, je n'ai pas accès, je ne comprends pas, et je ne vois même pas que je ne comprends pas. Si l'autre me pose pas la question, est-ce que tu as bien compris la question ? Il me répond oui, non, allez, on continue comme ça. Et en fait, on ne parle pas le même langage, on ne le sait pas. Donc, j'ignore mon handicap sensoriel et cognitif, parce que personne ne me l'a montré, parce que personne ne me l'a expliqué. Et donc, moi, je fais avec ce que j'ai. Et mon HPI me permet de compenser. Et donc, mon HPI, qu'est-ce qu'il fait ? Tout ce qui me gêne, il enlève. Donc, mon corps me gêne. Je fais, voilà. Donc c'est comme ça qu'on retrouve des gens qui font des épisodes de dissociation et de dépersonnalisation chez les personnes autistes très régulièrement et chez les HPI. Parce qu'à un moment, à force de se couper de son corps, oui, on se dissocie. C'est comme ça, mentalement. On est une autre personne. Et puis, quand je suis HPI et que je compense, eh bien, moi, qu'est-ce que je me dis dans ma tête ? Je ne peux pas me tromper, je passe mon temps à vous regarder, je lis tout, j'analyse tout, je vois tout. Ce que je ne vois pas, c'est que je n'analyse pas correctement, puisque moi je suis coincée dans ma tête et que je ne prends pas les informations du corps en compte. Ni les miennes, ni celles des autres d'ailleurs, ou trop celles des autres, ou trop les miennes. En tout cas, pas sur la bonne mesure, pas sur la bonne interprétation. Et donc j'ai des problèmes d'inhibition, j'ai des problèmes de compréhension littérale, j'ai des problèmes de cécité contextuelle, j'ai des problèmes de focus sur les mots. Oh, il vient de dire ça, oh, il a dit ça, et hop, ça y est, c'est fini, je n'entends plus rien. Pourquoi je n'entends plus rien ? Parce que mon corps, lui, il est en stress, et que lui, il fait là-haut, ça marche plus. Ça veut dire que quand je suis une personne HPI-TSA, le décalage, il vient du fait que j'ai des très bonnes intentions. J'ai envie d'aller vers l'autre.
j'ai envie de comprendre. La preuve, vous êtes là encore ce soir. J'ai envie de savoir, j'ai envie d'aider les autres, voilà, je suis une bonne personne. Et le problème, c'est que les signaux que j'envoie, c'est pas ça. Parce qu'en fait, entre ce que je pense que je suis et ce que je suis réellement, il y a un grand décalage. C'est pas les autres le décalage, c'est moi. Moi, à l'intérieur, il y a une grande incohérence entre ce que je pense et ce que je ressens. Je suis en mode défense constamment, je n'en ai aucune idée. Quand je suis en surcharge sensorielle, je ne sais pas que je suis en surcharge sensorielle, l'autre vient me parler, ah non mais c'est pas le moment, hein. Voilà. Il n'a rien dit, il n'a rien, voilà, il ne sait pas pourquoi je viens de l'envoyer chier. Pardon, ça y est. Il fallait bien que j'en sorte un, hein, vous le savez, hein, ma difficulté avec les gros mots, mon petit syndrome de la tourette derrière. Voilà, bon, donc il est sorti. Donc, l'autre, il comprend pas. Il passait, maman, je peux te... Ah non, hein, pas maintenant. Hein. C'est pas que j'ai l'intention de l'agresser, c'est que je suis en surcharge sensorielle, que là-haut, ça traite plus. Voilà. Et moi, je suis HPI, on m'a dit que j'étais HPI. Bah non, je sais quand même. Mais non. Je me vois pas quand je suis dans mes crises. Je ne suis pas lucide. Je ne suis pas lucide quand je suis agressive. Je ne suis pas lucide quand je me fais abuser. Je trouve toujours, non mais c'est normal, l'autre il fait ça, c'est normal. Voilà. Qui je suis moi pour le juger? Ben, t'es surtout quelqu'un qui n'a pas les bons facteurs d'indication pour prendre un jugement en autonomie. C'est surtout ça. Donc, ce que je ne vois pas, c'est que mon analyse, elle est biaisée, car la manière dont je perçois les informations m'agresse, me fatigue, et je vais construire ma personnalité, on y arrive, non pas en réponse à ce qui se passe, mais en réponse à mon développement interne, mon développement incohérent, dont je n'ai aucune lucidité. Je vais construire ma personnalité en mode défense, et plus j'ignore mon handicap, plus ce fossé il se creuse. Parce que ce sentiment d'injustice, mais les autres ne me comprennent pas, mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, c'est tellement plus facile, on pourrait faire ça comme ça, hein, ça manque de sens, le monde est bête, qu'est-ce que le monde est bête? Mais quelque part, j'ai pas tort, c'est ça le pire. C'est que oui, les gens ne font pas les choses correctement. D'accord? Ok. Mais est-ce que moi je les fais correctement? C'est pas sûr. Voilà. Et ça, je me vois pas faire. Et en plus, c'est justement parce que chacun est coincé dans ses rigidités qu'on n'arrive pas à créer le lien relationnel. Chacun pense savoir. Non, mais moi je sais. Alors, comment voulez-vous qu'on communique? Alors que si je dis à l'autre, je sais pas, je te comprends pas, je vois pas pourquoi tu réagis comme ça, et que je l'écoute vraiment, l'autre va pouvoir m'expliquer son point de vue. Pourquoi t'as acheté une voiture sans m'en parler? J'étais très en colère. Après mon compagnon, t'achètes une voiture sans m'en parler, mais c'est pas possible. Voilà. Et puis en fait, quand je lui pose la question, il me dit bah oui Sonia, parce que j'ai 60 balais et que pour la première fois de ma vie, je me suis payé une voiture qui me faisait plaisir. Et ça n'impacte pas le budget puisqu'il se l'est payé avec ses sous. Qu'est-ce que ça m'empêche? Qu'est-ce que ça m'ennuie? En quoi ça touche mes valeurs? À part mes représentations rigides sur non, quand on est en couple, on n'achète pas une voiture sans en parler à l'autre. Oui, mais t'as pas pris en compte, Sonia, que lui s'était fait plaisir. Qui je suis, moi, pour l'empêcher d'avoir ce plaisir-là? Vous voyez? Et en fait, on ne peut pas avoir nos rigidités. Pourquoi? Parce que cette métacognition, nous passons notre temps à regarder les autres et à penser à leur place. Un HPI vous dit, ah non, mais moi les gens, je les sens, je les vois, je sais ce qu'ils pensent. Je vois tout. Ils ont raison, ils voient beaucoup de choses, mais ils ne le traitent pas correctement. Vous n'êtes pas dans la tête de l'autre, comme l'autre n'est pas dans la tête, dans votre corps et dans votre tête. L'autre ne sait pas ce que vous vivez en douleur interne. L'autre, il ne sait pas que vous faites des ups et des downs, qu'à un moment, vous êtes en super centre d'intérêt, donc et que le lendemain, il n'y a plus personne, voilà, et il va se dire, mais qu'est-ce qu'il a, il me fait la gueule. Non, je suis en down, je ne suis plus en capacité de gérer. Et tout ça,
eh bien, ça va construire mon état d'esprit. Mon état d'esprit de rigidité. Plus je vais me confronter et prendre des murs, ça fait mal. Et qu'en plus que je ne comprends pas comment je peux faire pour faire autrement, je ne vois pas ce que je peux changer dans mon comportement. Je ne vois pas. Je fais tout, je les écoute, qu'est-ce que je peux changer ? Ce que vous pouvez changer, c'est commencer par comprendre comment vous captez l'information, comment vous traitez cognitivement l'information, et puis finalement, vous allez voir que quand vous allez être cohérent avec vous-même, c'est-à-dire être en capacité de dire à l'autre « Attends mon chéri, là, tu sais, je suis très fatiguée, je ne peux pas te répondre, on va voir ça un petit peu plus tard. » Vous voyez, c'est la même réponse. C'est le même objet. Dire à mon fils que non, je ne peux pas traiter là maintenant. Mais entre « Attends Dimitri, parce que je me vois, je suis trop fatiguée là, je ne peux pas traiter... écoute, j'entends que tu as un problème, laisse-moi du temps, je vais y revenir. » D'accord ? Et « Ah non, c'est pas le moment !» Vous voyez bien que ça n'a pas le même impact sur moi, parce que là, c'est cortisol, adrénaline, à donf. Donc en plus, je continue d'abîmer physiologiquement mon corps. Nous savons que les personnes autistes ont des mutations génétiques avec des pathologies. Donc il y a beaucoup de pathologies qu'on retrouve, les colopathies, on retrouve... qu'est-ce qu'on retrouve chez les personnes autistes de manière très très fréquente, des problèmes d'hyperlaxité, des problèmes de scoliose, on retrouve des problèmes de... Alors la dépression et le burn-out, vous avez compris que ça c'est le traitement cognitif qui nous amène là, c'est pas possible autrement. On a des problèmes d'articulation, il y a beaucoup de spongiarthrite, j'arrive pas à le dire, il y a pas mal de sclérose en plaques, il y a plus de cancer chez les personnes autistes. Ce que je vous dis là, c'est des études prouvées, vous pouvez aller chercher sur internet, on nous a donné les chiffres en CNIA, c'est incroyable. L'espérance de vie d'une personne normale, c'est 87 ans, l'espérance d'une vie d'une personne autiste, c'est 54 ans. Et ceux qui meurent le plus d'un cancer, vous savez qui c'est ? C'est les personnes autistes avec HPI. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent malades. Et la génétique, je vous ai dit, elle se modifie. Donc les gènes vont s'exprimer, donc les maladies vont ressortir. Donc si on veut vivre en harmonie avec soi et avec les autres, quand on est HPI, eh bien, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je n'ai pas derrière une sensorialité dérégulée ? Et ça, c'est pas le HPI, ça. C'est l'autisme. Est-ce que j'ai une interoception dérégulée ? Est-ce que je sais ma faim, beaucoup de problèmes d'obésité ou de rapport à l'alimentation, d'anorexie ? Je sais pas quand est-ce que j'ai faim, ou alors, au contraire, j'ai pas de capteur de satiété. Moi, c'était mon cas. J'ai pas de satiété. J'ai toujours faim. Voilà. Et en plus, ça me calme. Oui, voilà. Puisque j'ai pas ce capteur-là. Donc, c'est pas Sonia, t'es grosse parce que t'en as rien à foutre, parce que t'es dépressive. Non, je suis pas dépressive, moi. Moi, j'aime la vie, moi. Mais j'avais pas le bon capteur. Donc, en plus, je culpabilise. Oh, je suis grosse. Oh, je mange trop. Oh, ceci. Oh, cela. Voilà. Donc, on va s'apercevoir que cette métacognition, le fait là qu'on est obligé de traiter, toujours à regarder ce qu'on fait et comment on va le faire, en fait, on va mettre en place des systèmes de logique interne. Et c'est pour ça que vous tenez tant à la logique. Il faut que tout s'emboîte. Il faut que tout aille bien. Voilà. Alors des fois, vous êtes hyper pertinent. Parce que c'est ça la magie du truc. C'est qu'en fait, sur des choses qui sont extrêmement factuelles ou que vous connaissez très très bien, alors là, vous faites des liens de fou que les autres ne font pas. Parce que justement, vous ne classez pas au bon endroit. Donc des fois, quand vous sortez, mais ça a rapport avec ça. Ah mais c'est chouette. Puisque vous avez une base de données tout le temps. Votre mémoire à long terme, elle est énorme. C'est la mémoire à court terme qui n'est pas bonne. C'est celle de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Ça, c'est très compliqué. Parce que vous avez déjà à devoir gérer au quotidien 2 choses à la fois. Votre sensorialité, votre interoception, tout ce que votre corps vous envoie, plus le traitement cognitif. En manuel. Où est-ce que je range ? Dans quelle case ? D'ailleurs, quand on vous dit quelque chose, là, je vous parle, qu'est-ce que vous faites dans votre tête ? En direct ? Vous allez chercher
ce qui vous parle. Hein. L'exemple, vous avez besoin de voir le film. Ah ouais, ah mais c'est vrai, je fais ça. Ou alors, ah mais mon petit frère, il fait ça. Vous avez besoin d'avoir des images. Vous allez me dire, mais tout le monde fait ça. Mais non, les autres, c'est en direct. C'est bing bam boum. Mais nous, non. Nous, c'est le fait de voir en image, c'est autistique. Parce que nous, pour comprendre les situations, on a besoin... Alors, il y en a qui voient en image, il y en a qui voient en couleur, il y en a qui voient en son, parce que... Alors, il y a une dérégulation des sens, mais il y a des mélanges des sens aussi. D'accord ? Moi, il y a des gens qui me disent, quand j'écoute de la musique, j'entends des odeurs. C'est génial. Le là, c'est du chocolat. Oh, super. Voilà. Donc, il y a des choses magnifiques là-dedans. Mais donc, ce système de logique interne fait que vous allez rigidifier votre pensée. Alors ça va là, là ça va ça, là ça va là, là ça va là. Et que quand vous êtes face à l'autre, eh bien, vous n'êtes pas en capacité d'accueillir l'autre. Et vous ne le savez pas. Parce que comprendre qu'on n'est pas en capacité d'intégrer le point de vue de l'autre, pour un HPI, c'est pas vrai. Ben non, je passe mon temps à t'écouter là, je t'écoute là, je te vois là, je t'entends, tu es en train de me raconter ta vie là. Ok. Sauf que, non. Par exemple, quand je fais le PowerPoint pour les 30 ans de ma fille avec des photos d'elle quand elle est bébé, quand elle est boulotte, quand elle pleure, quand elle ceci, quand elle cela, parce qu'à la fin elle devient une belle fille de 28 ans super canon. Et moi je suis tellement contente d'avoir fait ce PowerPoint que je ne comprends pas qu'elle est en colère, que j'ai fait ce PowerPoint. Bah oui, parce que c'était pas réservé à la famille. Il y avait plein d'amis à elle et des amis d'aujourd'hui. Et elle avait peut-être pas forcément envie qu'on la montre à 12 ans en maillot de bain, à 6 mois comme un Bouddha, ou en train de pleurer. Voilà. Ou quand elle avait son appareil dentaire à 15 ans. Et ça, moi, je n'ai pas, quand je le fais, parce que moi, ça ne me pose pas de problème, parce que moi, j'aurais bien aimé qu'on me fasse ça pour mes 50 ans. Alors, je crois que je vais faire plaisir à ma fille. À aucun moment, je n'ai pris en compte son point de vue. J'ai été intrusive, je ne l'ai pas vu. C'est ça, ne pas pouvoir prendre en compte le point de vue de l'autre. C'est penser que parce que ça ne pose pas de problème chez nous, ça ne va pas en poser à l'autre. Compliqué à voir ça, hein. C'est très compliqué. Sauf que maintenant que je le sais, quand je fais une bourde, oups, bon déjà les autres m'en veulent plus parce qu'ils savent que c'est une bourde. Maman, t'es chiante. Voilà. Hein, quand je dis une chose inappropriée aux copains de mon fils, par exemple. Voilà. Mais surtout, moi je culpabilise plus. Alors, je fais attention, je m'arrête, je me vois. Donc il y a des techniques pour comprendre ce qui se passe, pour... voilà. Mais je ne culpabilise plus. Je sais pourquoi je suis comme ça. Je sais pourquoi je réagis comme ça. Donc le pourquoi, c'est bon. Les HPI là, qui sont dans l'hypermentalisation constante, la métacognition, pourquoi les autres n'ont pas de sens, pourquoi le monde pourquoi ils ne comprennent pas, pourquoi j'arrive pas à faire passer tout le brio, tout le potentiel que j'ai, pourquoi? Eh bien, une fois que vous savez que vous êtes autiste et que vous avez identifié votre handicap, alors vous allez pouvoir le délivrer, votre potentiel, correctement, en mettant des stratégies, pas en changeant. Il y a quelqu'un qui m'a dit « j'ai pas envie de changer ». Mais non, tu es dans la suradaptation constante. Il ne faut pas changer. Il faut enlever ce qui te pollue, que tu fais mal, les comportements que tu as renforcés et qui sont des comportements qui amènent des conséquences dans ta vie négatives, pour repartir de ce que tu es toi, comment tu ressens les choses, et pouvoir l'exprimer correctement en ayant les bons indicateurs. Voilà, et c'est ce qu'on fait, nous, dans la formation au principe relationnel. Donc, voilà, j'ai fini mon exposé pour vous montrer comment les mécanismes du HPI nous coincent et nous empêchent d'accéder finalement à la connaissance, à ce qui pourrait nous permettre de vivre mieux.
Et vous allez me dire, mais tous les HPI ne sont pas TSA. Ben, tous les HPI qui consultent, qui sont en burn-out, qui ont je ne sais pas combien de maladies, qui changent tout le temps de boulot, qui ont des problèmes relationnels avec leur père, leurs parents, qui ont des copines ou des copains pervers narcissiques, qui s'engueulent avec tout le monde. Oui, vous êtes autiste et vous ne le savez pas. Et vous avez besoin de faire un point là-dessus. Voilà. Parce que tous ceux qui viennent et qui se questionnent et qui passent les tests de repérage et qui ensuite font le cheminement, eh bien, vivent de manière apaisée. Vous vous rappelez ça? Je ne sais pas si vous l'avez vu, apaisé. Alors, vous voyez, apaisé. Le mot apaisé, chez moi, c'est quoi? C'est Kung Fu Panda. Le petit raton laveur, là, qui cherche à tout prix apaisé, voilà. Et bien, quand on est autiste HPI, et qu'on découvre son autisme et qu'on apprend à le comprendre, à le connaître et à vivre en cohérence avec ce que je suis, c'est-à-dire ne plus être dans le déni de mon handicap, mais de l'accepter pour pouvoir fonctionner avec, je suis apaisée. Voilà. Donc, voilà, j'ai fini l'exposé. Ce que je vous propose est 1 heure, hein, pile poil. Hein. Pouh. Ce que je vous propose avant qu'on passe dans les échanges et que vous puissiez me poser des questions, je voudrais faire témoigner des personnes qui ont fait la même chose que moi, c'est-à-dire qui ont mis du temps avant de découvrir leur TSA et qui ont fait la formation en principe relationnel. Parce qu'effectivement, vous allez me dire, ouais, elle veut nous vendre sa sauce, voilà. Donc moi, je pense que ce qui est bien aussi, c'est que les gens puissent expliquer avec leurs mots ce que ça leur a permis de faire cette formation. Parce que, alors, en quoi elle réside cette formation? Cette formation, elle réside à vous montrer les lois immuables de la communication relationnelle qui sont valables pour tous et de vous montrer comment on ne le respecte pas parce qu'on ne sait pas quels sont les bons indicateurs que nous devons analyser. Et du coup, on perd énormément de temps à en analyser 40 000, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Véronique, tu veux nous en parler? C'est pas une obligation, hein, faut que vous sentiez. Non, mais là, j'ai l'impression d'être à l'école, tu sais, où je me planque. C'est que je ne bouge pas pour pas que tu m'interroges. Bon, bref, non. Alors, ce que ça m'a apporté, c'est que plus j'avance, je dois faire. Alors, je ne suis pas encore au point où j'arrive à m'en empêcher tout le temps, mais je me vois, en effet, faire des choses comme tu l'as décrit, je ne percevais pas. Donc, c'est très intéressant. Ça amène à plus d'apaisement, c'est vrai, parce qu'on comprend déjà, ne serait-ce que de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas après tant d'années. Donc, non, c'est réellement un cheminement pour soi-même, quoi. Comme si je me retrouvais un petit peu. Trouver celle que je sais être, mais que j'avais un peu mis de côté. C'est génial ce que tu viens de dire. Ah, c'est très beau ce que tu viens de dire, tu me mets les frissons. Parce que c'est exactement ça. Ce que tu viens de dire là, c'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai compris mon autisme. C'est-à-dire que quand j'allais voir les psys, je leur disais toujours je comprends pas, je sens une force énorme en moi et en même temps ça part toujours en autre boudin. Et quand j'ai compris mon autisme, cet apaisement m'a permis de me dire alors dans un premier temps c'est dur, hein, quand on vous dit que vous êtes autiste, il faut comprendre, il faut enlever les valeurs négatives et on n'est pas formé à ça au départ. Hein. Donc je suis autiste, mais alors ça veut dire je comprends rien, je suis nulle, enfin toutes les représentations négatives qu'on peut avoir. Mais par contre, une fois que j'ai commencé à comprendre, eh ben, ce que tu décris là, le fait de me dire j'ai accès de nouveau à la petite fille que j'étais. C'est-à-dire pleine d'envie, voilà, et je me dis, ouais, tout est possible alors. Alors, c'était juste ça qu'il fallait régler, quoi. C'est une vraie découverte à nouveau. C'est ça. Merci Véronique. C'est vrai que ça apporte beaucoup. Rien que l'entretien de positionnement, ça m'a ouvert les yeux sur plein de comportements. Et derrière, c'est un gros chamboulement. Enfin, pour moi, c'était un gros chamboulement. Et ça me permet de mieux me voir, de mieux me comprendre et de comprendre les autres, pas encore tout à fait. C'est en cours, c'est en cheminement.
Mais en tout cas, ça me permet d'avancer et d'être plus en accord avec moi-même. Voilà, Donc, plus d'apaisement. positif. Ouais, oui. Oui et non. C'est le temps que tout se démêle. Tous les nœuds de la pelote de laine se démêlent et se remettent correctement. Voilà, c'est ça surtout. Ok. Mais effectivement, ça permet de bien travailler sur soi et de bien avancer. Et moi, je m'attendais pas à autant de changements, autant de chamboulements et autant d'avancées. Bon, super. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions des personnes qui ne sont pas sur le programme et qui souhaiteraient, je sais pas, peut-être donner leur point de vue sur ce qui vient d'être fait, ce qui vient d'être dit? Est-ce que ça vous éclaire? Est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que peut-être vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que je peux avoir dites? Patrice, non? Ça te parle, tout ce que j'ai fait? Bon, rebonjour, on va dire. Oui, merci beaucoup, Sonia. Oui, ça me parle très très fort même. Mais pour tout vous dire, moi, c'est assez spécial. En fait, c'était pas vraiment un burn-out, peut-être un burn-out ou quelque chose. Enfin, j'ai senti besoin de m'intéresser au sujet en début d'année. C'était un petit peu un craquage, un moment difficile quand même. Et très vite, on m'a orienté sur la neuroatypie. Et puis là, j'ai fait un petit peu mon boulot tout seul dans mon coin et j'ai commencé à trouver plein de choses. Et c'est ce genre de choses qui m'amène ici d'ailleurs. Et oui, Sonia, j'ai déjà regardé 2-3 vidéos que tu avais fait sur YouTube, plus celle de ce soir. Il y a des moments où j'ai l'impression effectivement que tu es un peu dans ma tête et que j'aurais pu dire exactement la même chose. Donc tout me parle vraiment. Après, si je devais avoir une question, elle est pas très pertinente, mais il y a quelque chose. J'ai commencé mes recherches avec le TDAH. Et là, Oui. je me suis dit, bon, clairement, c'est ce que j'ai. Je suis impulsif, je roule vite. Pour faire des choix, pour passer à l'action, je suis obligé d'avoir de l'impulsivité. Sinon, je passe mon temps dans ma tête, quoi, et je fais rien. Ouais. Donc, je pensais que j'étais TDAH. Et là, toi, tu parles vraiment du TSA. Alors, je me dis, le TSA... Hein, Alors, tous les TSA... tout le reste, pardon. Tous les TSA sont TDAH à des moments. Le TDA, c'est l'incapacité à se concentrer au niveau attentionnel, hein, surtout, d'accord? C'est pas ton cas. Quand il y a un truc qui te plaît, t'es focus. C'est ça la différence. Donc, les personnes TSA ont toutes des moments de TDA parce que quand il y en a trop, machin, ben non, on n'arrive plus. Donc, le psy, et notamment quand on est sur un burn-out, quand on va voir le psy, lui, qui comprend pas et qui ne sait pas ce que c'est que le TSA, c'est-à-dire qu'il te pose aucune question sur tes pathologies, comment ça marche dans ton corps, qui te fait pas d'examen cognitif pour voir comment tu traites l'information, voilà, et ben, il peut pas voir que tu es autiste. Et c'est la grande problématique en France aujourd'hui, c'est qu'on a des professionnels qui ne sont pas formés au repérage et au diagnostic correct de l'autisme. Et donc, en ce moment, c'est le TDA. Alors allez hop, ça y est, tout le monde est TDA. Alors je dis pas tout le monde, c'est pas ça. Hein. C'est pas une bonne expression ce que je viens de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes ma fille de 15 ans, on l'avait diagnostiquée TDA. À 15 ans, elle était TDA. Voilà. Jamais personne m'a parlé de son autisme. Cette petite, elle flappait. Moi, je ne savais pas ce que c'était que le flapping, donc je ne pouvais pas savoir. Elle était porteuse d'une maladie génétique qui aurait dû se développer qu'à 60 ans. Elle s'est déclarée à 23 ans. Pourquoi ? Parce qu'elle est autiste depuis le début et qu'en fait, toute l'anxiogénéité, tout ce que ça a développé chez elle, quand je dis que la génétique va avoir une influence avec l'environnement, moi, c'est une enfant que je ne savais pas. Donc, qu'est-ce que je faisais ? Je passais mon temps à dire « Allez, dépêche-toi, Cassandre. Allez, vas-y, on va être en retard à cause de toi. » À cause de toi, en plus. Tout ce qui n'allait pas, quoi. Voilà. Et cette gamine, elle s'est construite en rigidité, en complète... voilà. Et quand on a été allé faire le diagnostic de TDA, alors qu'elle était super intelligente, elle est très intelligente, elle a une capacité d'adaptation et tout, sauf que on l'a diagnostiqué TDA, et jamais on ne nous a parlé d'autisme. Jamais. Alors qu'elle est blanche, qu'elle est stéréotypée, qu'elle a des problèmes alimentaires, elle mange que des aliments blancs. Mais moi, je ne savais pas, quand on ne sait pas, quand on n'a pas l'information, si les professionnels ne sont pas capables de nous la donner, de poser les bonnes questions, moi, quand je fais un entretien de positionnement, de repérage,
on fait toutes les questions. On va poser les questions de parcours du santé. Est-ce que tu as marché à quatre pattes ou pas? Ben voilà. Ben moi, mes enfants, il n'y en a aucun qui a marché à quatre pattes. Et pourquoi? Parce que les enfants autistes sont en hyper-extension tout le temps. D'accord? Donc, ils ne se lovent pas, ils ne se roulent pas pour se retourner. Ils vont se retourner en hyper-extension. Vous voyez, les signes précoces, ils existent. Ils ne marchent pas à quatre pattes parce qu'ils n'ont pas la coordination. Donc, ils vont ramper comme ça en hyper-extension. Et puis, dès qu'ils peuvent, ils se mettent debout. Il y a plein de signes. Et si les médecins, les pédiatres, voilà, eh bien, je vous assure que, voilà. Sauf qu'après, il y a d'autres, à mon avis, d'autres choses qui font que si demain, toutes les personnes autistes étaient diagnostiquées autistes, eh oui, peut-être que ça poserait problème. Aussi. Voilà. Mais clairement, il y a un problème de diagnostic. Il n'y a qu'à regarder notre réunion, il y a au moins 80% de femmes et de personnes d'une quarantaine d'années. Donc clairement, c'est les deux populations qui sont touchées par le FEBAN. De ne pas avoir été diagnostiquées. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, on arrive à un âge de la vie, alors ça peut être effectivement de la fatigue physique, on se rend compte que pour masquer, ça va nous demander plus d'énergie qu'on n'a pas, ou ça peut être aussi la cinquantaine, ça peut être un besoin d'individuation aussi. Ce qui me concerne, je pense que c'est ça. Mais en fait, mon déclencheur, c'est que j'en avais marre. Je me suis rendu compte que je faisais trop semblant tout le temps, et j'en ai eu marre, quoi. C'est vraiment ce qui a tout provoqué, quoi. C'était... Parce qu'on pense aussi que l'autisme, c'est le fait de ne pas savoir communiquer. Et c'est pas ça. C'est le fait de ne pas savoir créer le lien. Et c'est autre chose. On peut très bien communiquer, moi j'ai toujours très très bien communiqué, et ne pas savoir créer le lien. Parce que l'autisme, ça va impacter aussi votre maturité affective. Il faut voir tout ce que ça impacte. Vos représentations du monde. Vous n'avez pas accès à l'implicite, vous ne le savez pas. Parce que la définition de l'implicite que vous avez n'est pas la bonne. L'implicite, si, je sais qu'est-ce que c'est. Non, excusez-moi, j'ai un sketch des inconnus qui me revient. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est comment je pouvais savoir, si personne me le montre, que je n'ai pas accès à l'implicite, alors que j'ai un bac plus 5 en management des ressources humaines, que j'ai un bac plus 4 en ingénierie de formation, que mon job, c'est d'accompagner les gens à travailler ensemble, à s'insérer dans la société. C'est impossible de penser que je ne peux pas avoir accès à ça. Parce que ma définition de l'implicite, c'est, oui, c'est le double sens, c'est ce qu'il y a caché derrière. Non, non. L'implicite, c'est tout le contexte, les situations. Et les situations, elles bougent tout le temps. Et quand on est autiste, nous, il ne faut pas qu'elles bougent, parce que quand elles bougent, c'est compliqué. Vous voyez? Donc, quand je dis que l'autisme va impacter toute notre vie, et que les médecins, s'ils étaient formés, mais quand on commence à tirer le morceau, mais tout se déroule. Nous, on a un peu plus de 100 entretiens de repérage. Les réponses sont les mêmes. En termes de pathologie. C'est incroyable quand même. Incroyable. Les règles douloureuses chez les femmes autistes, oui, c'est une constante. Les règles douloureuses et abondantes, c'est une constante. Voilà. Donc, la réponse est, est-ce que tout le monde est autiste? Non. Je vois bien que tout le monde ne réfléchit pas comme moi, tout le monde n'a pas les mêmes difficultés que moi, donc je vois bien. Mais est-ce que les HPI en difficulté de décalage ont de grandes chances d'être des personnes autistes? Là, je dis oui. Là, je dis oui. Voilà. Et ces gamins qui ont des problèmes de HPI, alors qu'on classe dans les HPI et qu'on dit ils s'ennuient en classe, mais non, c'est parce qu'il n'y a pas de sens pour eux. Parce qu'il y aurait moyen de les intéresser, machin, mais il n'y a pas de sens, ils ne tiennent pas en place, ils sont dans une classe où, bouh, voilà. Harcèlement scolaire, on nous parle de harcèlement scolaire, oui, on a une allure, un comportement, des choses inappropriées. C'est comme une caricature. Une caricature, c'est quoi?
on va se servir des points qu'on va voir, hein, une caricature, la personne, c'est ou son nez, ou ses oreilles, ou des yeux. On va prendre la partie de son corps qu'on peut mettre en avant, parce qu'on sait que c'est une des particularités de la personne. Quand on est autiste, on a des comportements inappropriés, stéréotypés, il y a plein de choses qui font que les autres nous voient. Ils savent pas ce que c'est, mais ça dépasse. Et donc forcément, quand il va y avoir une moquerie, c'est là que ça va arriver. Et donc face à des enfants qui ne vont pas être en capacité de se défendre. Soit ils vont être dans la rigidité, la colère, c'est tous des cons, soit ils vont être dans la suradaptation, ils vont subir. Moi, j'entends des fois des choses sur le harcèlement. Je dis, mais apprenez à vos enfants qui sont harcelés à se défendre en sachant communiquer, en repartant d'eux, et pas en accusant l'autre. Ils vont être harcelés toute leur vie. Tout le temps. Donc, il faut leur apprendre l'autonomie en partant d'eux, en se positionnant eux. J'avais un enfant autiste dans une classe, ça se passait très très mal. Un enfant autiste non oralisant. Il était en CE2, il parlait avec son clavier et il refusait de parler parce qu'il ne voyait pas l'intérêt de parler. Et sa maman m'avait contacté, donc on savait qu'il était en surefficience intellectuelle. Elle m'avait dit, Sonia, comment vous pouvez m'aider? Donc on a été dans la tête, hein, et puis en 3-4 questions, on a réussi à le débloquer, il a commencé à parler. Avant qu'il ne parle dans la classe, c'était le souffre-douleur. Lui, il était tout le temps en opposition avec les autres. Donc, comme il faisait des crises, il était gênant pour les autres. Les autres avaient du mal à accepter, machin. Il a commencé à comprendre. Donc, dans la réflexion qu'on a réussi à lui introduire, c'est lui dire, c'est quoi ton centre d'intérêt? Je veux apprendre tout. Ok. Pourquoi? Pour comprendre tout. Ok. Alors, il faut que tu commences à comprendre les autres, à parler et à te faire comprendre des autres pour comprendre tout. C'est rentré dans son système de logique. Il est rentré il y avait eu des vacances. Il avait écrit un mot tout seul, donc avec l'aide de sa maman. Donc, il est tout de suite passé. Il avait commencé à parler doucement, tu vois, comme ça. Et il a écrit un mot aux autres en disant « Ok, j'ai compris. Jusqu'à présent, je vous ai un peu rejeté parce que vous m'énerviez, mais je sais que maintenant, je dois apprendre de vous et que je sais que vous pouvez apprendre aussi de moi. Depuis, c'est la mascotte. Depuis, tout se passe très bien. Tout a changé. » C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que notre propre positionnement, et c'est ce que les gens qui font la formation voient, c'est le fait de pouvoir changer leur positionnement sans changer ce qu'ils sont. Mais leur manière d'accueillir l'information, de comprendre, de dire là non, là oui, là en autonomie, leur permet d'avoir une influence sur l'environnement, en direct. On ne le subit plus. Et on reproche aux autres de ne pas voir notre différence, mais on ne leur explique pas. C'est pas possible. Donc voilà. Par contre, on peut établir une autre relation, on peut repartir sur une autre manière de fonctionner, on peut recréer ce lien ou même le créer parce que parfois il n'a jamais été créé correctement. Hein. Moi je prends l'image d'Avatar, hein, vous savez, les fibres là, parce qu'ils se connectent là et puis il y a plein de fibres. Hein. Nous, le problème c'est que c'était juste un tout petit fil. Hein. Donc le moindre truc le casse ce fil. Et donc, apprendre à créer le lien, c'est à faire des fils et des fils et des fils. Et à force, ça va stresser. Et la confiance va revenir. Et voilà. Une personne autiste n'a jamais confiance. N'est-ce pas? Il faut que ça passe dans son... Est-ce que c'est crédible tout ce qu'elle vient de dire là, Sonia? On va la réécouter. D'où est-ce qu'elle sort ça? Voilà. C'est normal. Puisque nous, on est dans l'insécurité tout le temps. Par contre, on va être capable de croire n'importe qui à partir du moment où il a un raisonnement logique qui nous dit « Bah oui, c'est à cause de ça que vous êtes malade, c'est le HPI, vous êtes surdoué, c'est normal. Les autres sont tous des cons, donc vous savez mieux. Donc c'est pour ça que vous comprenez, que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. »
Et ça nous tue. Ça nous tue parce que nous, on met des valeurs partout. Vous avez bien compris que notre système logique fait qu'on met tout dans des cases tout le temps. Et des cases mesurables. Hein, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est grand, ça c'est petit. Ça me fait du bien, ça me fait du mal. Et encore, si on était là, non, on ne dit pas ça me fait du bien, ça me fait du mal. Parce que si on se disait ça, on serait beaucoup plus accroché à notre réalité interne. Je vous embrasse tous.